Bonjour à tous. Nous vivons en ce moment une période très difficile. On réfléchit depuis quelques jours à des moyens, des solutions, à des outils pour nous rendre à tous ce quotidien bien plus léger, un peu de légèreté en ces temps difficiles. Ça fera du bien à tout le monde. Et parmi tous les projets auxquels on a envisagé pour passer du temps un peu ensemble, on s'est dit qu'on pourrait présenter quelques femmes du XVIIIe siècle que je connais assez bien. Vous êtes nombreux à les suivre et on s'est dit que ce serait pas mal de présenter un certain nombre de ces femmes, leurs lettres évidemment, sur le thème de l'épistolaire, l'échange, la correspondance. Ça serait bien, c'est bien dans l'air du temps. Alors pour aujourd'hui, on va commencer par Madame de Pompadour, que nous connaissons tous sans véritablement connaître. Et Madame de Pompadour, sur laquelle j'ai travaillé maintenant il y a quand même quelques années, j'avais édité pas mal de ses lettres chez un de mes éditeurs, Perrin. Et cette Madame de Pompadour, alors évidemment c'est la favorite royale, à coup sûr la plus connue de nous tous au XVIIIe siècle. Et quand on la lit, parce que c'est quand même l'objectif, quand on la lit, eh bien on la redécouvre et on casse un grand nombre d'idées reçues qui peuvent exister sur, d'une part, la personne, la personnalité de Madame de Pompadour, mais aussi sur ce que représentait au XVIIIe la fonction de favorite royale. Quand j'ai voulu travailler sur Madame de Pompadour, je me suis dit que l'idée c'était d'envisager les femmes comme femmes d'influence, les femmes qui sont un peu dans les coulisses de l'histoire et qui évidemment jouent un rôle de première importance. Ça a été évidemment le cas de Madame de Pompadour sous le règne de Louis XV. Alors Madame de Pompadour, elle rentre dans la vie de Louis XV au cours de l'année 1745 et elle va très vite être ce qu'on appelle sa femme de cœur, c'est-à-dire une maîtresse, puis sa favorite royale, qui est évidemment en concurrence avec sa femme politique, la fameuse et très intéressante reine d'origine polonaise, Marie Léziska. Madame de Pompadour, avant d'être de Pompadour, avant d'être anoblie par Louis XV, eh bien, elle s'appelle Jeanne-Antoinette, elle est née en 1721 et elle porte un nom qui est peu glorieux, qui plus est à la cour de Versailles, puisque son nom de jeune fille, c'est Madame Poisson. Elle va connaître une ascension absolument fulgurante, très tôt, très jeune. Pourquoi? Parce que son père travaillait au service de riches financiers, très très riches financiers, les frères Paris, qui avaient un pouvoir aussi bien économique, financier et progressivement aussi un pouvoir politique considérable très 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 tôt dans le règne sous le règne de Louis XV. Et justement, les frères Paris, dont l'un est le parrain de la future Madame de Pompadour, envisagent de briguer le lit du roi, évidemment par intérêt, par spéculation économique, mais aussi parce qu'ils représentent cette bourgeoisie qui est conquérante au cours du XVIIIe siècle et qui a très bien compris que pour avoir le pouvoir, eh bien, il fallait aussi occuper le lit du roi. Et donc très jeune, la future Madame de Pompadour va recevoir une éducation des plus soignées. C'est une femme qui a une connaissance, on peut dire presque encyclopédique, de tous les savoirs de son temps, que ce soit dans les sciences, dans la littérature, dans les arts. Elle est autant mécène qu'esthète et évidemment, ce seront autant d'outils et d'atouts en sa faveur quand elle va donc devenir officiellement la favorite royale au cours de l'année 1745. Ce personnage de favorite royale au cours du XVIIIe siècle, on s'y intéresse à nouveau depuis quelques années, en particulier sous notre 5e République. Pourquoi? Parce que on établit souvent une analogie qui peut être évidemment tendancieuse entre le rôle de favorite royale et le rôle de première dame sous la 5e République qui, je le rappelle, n'existe pas dans notre Constitution. C'est ce rôle évidemment de la femme toute puissante, de la femme d'influence. Et je pense que, en tout cas au moment du XVIIIe siècle, Madame de Pompadour a été la première favorite royale d'envergure, c'est-à-dire a joué un rôle plus que essentiel dans les rouages même, dans le fonctionnement même de la monarchie absolue.
En premier lieu, la favorite royale, elle est essentielle, alors évidemment dans la vie intime, dans la vie affective du souverain, mais aussi elle est essentielle du point de vue de sa vie politique. Au XVIIIe siècle, il est absolument inenvisageable encore de critiquer la personne royale, de critiquer la personne du roi. Donc il va avoir dans son entourage évidemment le plus proche et qui occupe, on peut dire, hein, les premières pages, les premières marges du pouvoir, hein, vraiment au sommet de l'État. Il va donc y avoir le rôle de la favorite royale. C'est elle qui va jouer l'éminence, alors grise, noire, selon, on peut l'appeler de différentes façons, ce rôle qui va permettre de cristalliser la contestation populaire, tous les mécontentements politiques du royaume. Donc la favorite royale, c'est celle qui va jouer ce rôle de premier plan, d'influence, et qui va surtout, bien sûr, hein, cristalliser sur son nom, sur sa personne, sur sa réputation, tous les mécontentements du royaume, et on sait ô combien ils ont été importants, nombreux au cours du XVIIIe siècle. Madame de Pompadour, parmi le rôle, parmi les fonctions qu'elle va pouvoir occuper auprès du roi, et j'insiste hein, vraiment au sommet de l'État, eh bien elle va avoir ce rôle, et on l'a oublié pendant très très longtemps, elle va avoir ce rôle justement de correspondance. Elle va avoir ce rôle d'écrire, alors pas forcément évidemment à la place du roi ou au nom du roi, mais Madame de Pompadour va prendre très très tôt, dès qu'elle occupe ce rôle de premier plan à la cour de Versailles, elle prend la plume et elle va écrire. Le nombre de ses correspondants est tout à fait impressionnant, que ce soit évidemment sa famille, les membres de sa famille, qui s'appellent eux encore bien sûr Poisson, que ce soit les courtisans de Versailles, qui tous la détestent, mais évidemment tous la courtisent, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit les ministres du roi, ou même si c'est évidemment bien plus occasionnel, des figures absolument incontournables sur l'échiquier politique au cours du XVIIIe, je pense par exemple au pape ou encore à l'impératrice reine Marie-Thérèse d'Autriche. Donc elle prend la plume et elle va vraiment comprendre que écrire pour elle, c'est absolument essentiel, indissociable du rôle qu'elle a à tenir auprès du roi. Je vais vous citer vraiment un très très court extrait d'une de ses lettres qu'elle adresse justement à son père François Poisson, dont elle est restée jusqu'à la mort de ce dernier très proche. Elle lui écrit entre autres en octobre 1752 « Bonsoir mon cher père, je suis excédée de visites et d'écriture. J'ai cependant bien encore une 60aine de lettres à écrire. » Alors, faisons une petite parenthèse dans l'histoire de ces femmes qui sont en écriture, qui sont dans l'épistolaire. Je suis toujours assez fascinée d'imaginer ces femmes qui évidemment ne travaillent pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de travail, si j'ose dire, salarié, rémunéré, mais qui ont un emploi du temps millimétré tous les jours. Le temps qu'elles peuvent passer à écrire, ce qui demande bien sûr des qualités pas forcément intellectuelles, mais du moins cérébrales, qui demandent du temps, ça elles en ont, mais qui demandent de la concentration, qui demandent de l'introspection. Et ces femmes, et de ce point de vue, Madame de Pompadour illustre parfaitement ce rapport entre les femmes du XVIIIe siècle et la pratique de la lettre, la pratique épistolaire. Elle y passe des heures entières, c'est-à-dire que ça passe une grande partie de son temps, loin de cette image frivole que l'on peut avoir de la favorite royale et plus largement de la condition féminine, bien sûr aristocratique ou bourgeoise au XVIIIe, une grande partie du temps de ces femmes elles le passent à des occupations pour le moins sérieuses, cérébrales et qui demandent de la concentration, de l'introspection. Je pense que c'est important d'insister sur ce point. Quand on lit Madame de Pompadour, et évidemment, je vous y encourage de lire Madame de Pompadour, parce que c'est ainsi évidemment qu'on la connaît au mieux, qu'on est vraiment à côté d'elle, un peu comme, si j'ose dire, par-dessus son épaule pour suivre son raisonnement, pour suivre toutes ses activités, ses actualités. On découvre une nature qui est absolument passionnante.
Elle-même est une femme passionnée, tout l'intéresse et c'est une excellente élève, Madame de Pompadour. Elle apprend dans tous les domaines et elle apprend très vite. Et c'est aussi, comme elle aime à l'écrire, c'est une nature réfléchissante. C'est-à-dire que c'est une femme qui a le goût de la réflexion, qui aime prendre son temps pour réfléchir, même si évidemment, écrire pour elle est une activité débordante. Quand on lit Madame de Pompadour, on se rend compte donc d'une part à quel point son rôle est sérieux, à quel point elle occupe sa fonction sérieusement et à quel point elle intervient absolument dans tous les domaines de la vie de la monarchie française, des domaines les plus politiques, y compris les plus militaires. Ça n'a pas toujours été heureux, loin de là, mais elle a vraiment ce sens du collectif et surtout, c'est une femme qui est extrêmement ambitieuse, en premier lieu, bien sûr, pour la France, mais surtout pour le roi. Quand elle intervient, Madame de Pompadour, elle a toujours ce souci d'intervenir dans le bien du royaume et dans le bien du roi. On n'a pas forcément aujourd'hui le temps d'aborder les liens complexes qui ont pu unir Madame de Pompadour et Louis XV. Elle est restée quand même, rappelons-le, près de 20 ans à la cour de Versailles, en tant que favorite royale, alors qu'elle n'a occupé manifestement que 5 années le lit du roi. Ça veut dire que pendant près de 15 ans, la fonction qu'elle occupe, elle est tout sauf sensuelle, charnelle. Ça veut dire qu'il y a eu autre chose entre cet homme et cette femme. Et cette autre chose, c'est avant tout un lien de confiance. Madame de Pompadour est celle qui sait conseiller le roi, sait rassurer le roi. Et c'était évidemment des fonctions ô combien importantes dans le fonctionnement même de la monarchie. Quand on lit les lettres de la favorite royale, on se rend compte aussi à quel point être favorite royale, et là bien sûr on est loin des idées reçues, on est loin de ces images frivoles, légères, de ce qu'était une favorite royale, on se rend compte de toutes les qualités qu'il faut, des plus cérébrales, en termes de sensibilité artistique, en termes de savoir communiquer avec les autres. C'est vraiment, si j'ose dire, une activité à plein temps d'être favorite royale au XVIIIe siècle à Versailles. Avant de vous lire évidemment une lettre de Madame de Pompadour, parce que c'est aussi l'un des objectifs de ces petites vidéos, je voudrais quand même vous raconter l'histoire suivante des lettres apocryphes de Madame de Pompadour. Alors ces lettres apocryphes, c'est-à-dire ces lettres qui ont été entièrement fabriquées au nom de Madame de Pompadour, elles vont être publiées à Londres en 1772. La date est importante et pour cause, parce qu'en 1772, ça fait 8 ans que Madame de Pompadour est morte. Et pourtant, on s'aperçoit en lisant ces recueils de lettres qui ont, dès leur première publication, vont connaître un grand succès éditorial et commercial. On se rend compte à quel point Madame de Pompadour, 8 années après sa mort, sachant qu'évidemment Louis XV a, et ce sera la dernière favorite, la comtesse du Barry dans sa vie, dont il était très très épris. Ça veut dire que 8 années après la mort de Madame de Pompadour, il y a des gens qui ont voulu la faire parler et surtout qui ont voulu la faire écrire. À mon sens, ça témoigne d'au moins 2 points. À quel point Madame de Pompadour a pu fasciner, pour le meilleur comme pour le pire, ses contemporains. Et le deuxième point, ça illustre à quel point la lettre, comme mode d'expression, comme moyen de communication, que ce soit dans ce qu'il y a de plus intime, mais aussi dans ce qu'il y a de plus privé au XVIIIe, à quel point la lettre est absolument une forme absolument essentielle pour les hommes et les femmes du XVIIIe siècle. Comme je l'ai souvent dit, comme je l'ai souvent écrit, le XVIIIe, eh bien, c'est le siècle de la lettre. Et quand je dis ça, ce n'est pas qu'une formule, parce que ça dépasse évidemment la simple pratique de l'épistolaire au quotidien. Quand ces lettres apocryphes vont donc être éditées puis diffusées à partir de 1772, certains, et en premier lieu Voltaire n'est jamais loin, Voltaire va évidemment être scandalisé de la parution de ces centaines de lettres écrites au nom de Madame de Pompadour, qu'il va évidemment très vite identifier comme étant totalement apocryphes, et d'ailleurs il s'en plaint à l'une des plus grandes
l'une des plus grandes épistolières du XVIIIe siècle, on peut même dire la plus grande épistolière du XVIIIe siècle, Madame du Deffand, que je commence aussi à assez bien connaître. Il s'en plaint parce qu'il considère que c'est absolument scandaleux qu'on puisse écrire, qu'on puisse faire parler Madame de Pompadour. Mais là, c'est pareil. Ce qui est absolument fascinant pour l'historien, c'est que cette littérature entièrement fabriquée, cet épistolaire entièrement créé, qui est derrière cette entreprise éditoriale? Qui a pu s'imprégner de ce qu'a été Madame de Pompadour pour imaginer, écrire durant des heures et réunir donc ces corpus de 4 volumes de lettres? Il y a eu probablement plusieurs auteurs stipendiés, il y a eu à coup sûr plusieurs auteurs réunis. C'est une pratique très courante au XVIIIe siècle. Hein. L'anonymat est une forme aussi d'exister en tant qu'auteur. Et ce qui est, pour finir sur ce point qui me paraît vraiment essentiel, c'est que Madame de Pompadour fascine encore ceux qui ne sont pas ses contemporains. Et ces lettres vont faire partie de toute cette littérature pamphlétaire, interlope, qu'on vend sous le manteau, et Madame de Pompadour se vend extrêmement bien. Pour terminer, je vais bientôt vous lire une des lettres, mais évidemment authentiques, de Madame de Pompadour. Il y a d'autres favorites de Louis XV que l'on a fait écrire. Je pense à la comtesse du Barry. Dès la fin du XVIIIe siècle, il existe des recueils de lettres, donc apocryphes, de la comtesse du Barry. Et ça va encore plus loin, parce que après la Révolution, et on est déjà sous l'Empire napoléonien, il y a encore des recueils de lettres qui vont être publiés. Par exemple, je pense à celui de 1806, qui fait parler d'autres favorites de Louis XV, en particulier la duchesse de Châteauroux. Pourquoi j'insiste là-dessus pour finir? Parce que tout au long, évidemment, du XVIIIe siècle, mais tout au long du XIXe siècle, et on peut le dire jusqu'à notre époque, jusqu'à aujourd'hui, ces favorites royales, et plus largement ces femmes du XVIIIe, qui ont l'un de leurs points communs, c'est cette écriture de lettres, cette écriture de l'épistolaire, fascine les XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe siècles commençants. C'est probablement d'ailleurs l'un des angles les plus pertinents à l'heure actuelle pour travailler sur ce rapport des femmes à leur époque, des femmes du XVIIIe siècle, et pour travailler aussi bien sûr sur ces femmes en écriture, qui est un sujet, on peut dire, quasiment inépuisable. Alors pour terminer cette première vidéo, je vais vous lire avec un grand plaisir une des lettres de Madame de Pompadour, lettre donc j'insiste, on ne peut plus authentique, à Voltaire. Tout à l'heure je vous disais que ce Voltaire n'est jamais très loin, et pour cause, et qui est daté de l'année 1749. Je commence. J'ai reçu et présenté avec plaisir au roi les traductions que vous m'avez envoyées, monsieur. Sa Majesté les a mises dans sa bibliothèque avec des marques de bonté pour l'auteur. Si je n'avais pas su que vous étiez malade, le style de votre seconde lettre me l'aurait appris. Je vois que vous vous affligez des propos et des noirceurs que l'on vous fait. N'y devriez-vous pas être accoutumé, et songez que c'est le sort de tous les grands hommes d'être calomniés pendant leur vie et admirés après leur mort. Rappelez-vous ce qui est arrivé aux Corneille, Racine, etc., et vous verrez que vous n'êtes pas plus maltraité qu'eux. Je suis bien éloigné de penser que vous ayez rien fait contre Crébillon. C'est ainsi que vous, un talent que j'aime et que je respecte. J'ai pris votre parti contre ceux qui vous accusaient, ayant trop bonne opinion de vous pour vous croire capable de ces infamies. Vous avez raison de dire que l'on en fait d'indignes. J'oppose à toutes ces horreurs le plus parfait mépris, et je suis fort tranquille, puisque je ne les essuie que pour avoir contribué au bonheur du genre humain en travaillant à la paix. Quelque injuste qu'il soit à mon égard,
je ne me repens pas d'avoir contribué à le rendre heureux. Peut-être le sentira-t-il un jour. Quoi qu'il en arrive de la façon de penser, je trouve la récompense dans mon cœur qui est et sera toujours pure. Adieu. Portez-vous bien. Ne songez pas à aller trouver le roi de Prusse. Quelque grand roi qu'il soit, et quelque sublime que soit son esprit, on ne doit pas avoir envie de quitter notre maître quand on connaît ses admirables qualités. En mon particulier, je ne vous le pardonnerai jamais. Bonjour. Voilà une des très très nombreuses lettres de Madame de Pompadour. C'est ainsi qu'on va achever cette première vidéo. J'espère que vous y aurez trouvé tout simplement du plaisir, encore une fois de la légèreté, une forme d'échappatoire à ce climat pour nous tous un peu morose en ce moment. Je vous dis à très vite, on vous prépare de belles choses et surtout bien sûr prenez soin de vous.